Le Grand Prix de Monaco est malheureusement souvent synonyme d'ennui, mais l'édition 2004 en a été tout autrement, non seulement avec une course absolument renversante, comme la Sauber de Fisichella, et elle a été aussi le théâtre d'une première victoire de Jarno Trulli en Grand Prix, première et seule victoire du pilote italien. Mais surtout, elle a abrité une histoire sur tout le week-end, digne des plus grands films hollywoodiens. On va parler de Diamant, on va parler de Monaco, des stars et de Formule 1 bien évidemment. On revient aujourd'hui ensemble sur l'histoire de la disparition du diamant de la Jaguar de Christian Klien pendant le Grand Prix de Monaco 2004. Bon, dans le début des années 2000, briller en Formule 1, c'est un peu compliqué tant l'attention médiatique tourne autour d'une seule équipe et d'un seul pilote. On parle bien évidemment de Ferrari et de Michael Schumacher. Le pilote allemand est littéralement en train de briser tous les records de la discipline. Avec Ferrari, il domine totalement le sport et si on compte une Ferrari sur le podium, en général on en a deux et pour être troisième, c'est loin d'être simple. Pour briller en Formule 1, il faut être devant et quand c'est pas le cas, eh bien il faut faire autrement. Et il y a une équipe qui est un petit peu dans la sauce et qui a jamais réussi vraiment à décoller pour aller chercher un bon résultat en Formule 1, c'est Jaguar, propriété de Ford dans les années 2000. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais retenez deux choses. Un, Ford pense mettre beaucoup de moyens, mais c'est pas assez. Bah oui, il n'y avait pas le cost cap à l'époque. Et de deux, leur management est absolument catastrophique. Et là-dedans, on tient compte de Bobby Rahal et de Niki Lauda. Rien que ça. Alors du coup, ils font pas de résultats et donc ils ont pas de bénéfice d'image de leur présence en Formule 1 et ça agace un petit peu Ford. Donc en 2004, Ford cherche à vendre l'équipe et puis tente de choper tout ce qu'ils peuvent en termes d'image au passage parce que c'est pas joyeux. Et du coup, les voitures sont quand même de grandes pancartes publicitaires, mais à moins d'être sur le podium, on les voit pas beaucoup. Donc faut faire encore une fois, autrement. Alors des livrets spéciales pour des grands prix spéciaux, faire venir des stars dans un garage, la promotion de certains films comme Star Wars, Superman Returns ou encore les livrets roses BWT porteurs d'un message. Et si on remonte un petit peu plus loin, on peut trouver Terminator qui se fait expliquer tout simplement une Jaguar F1 par Antonio Pizzonia. C'est beau. Bref, tout ça c'est pas nouveau et oui ça marche parce que ça fait toujours un peu parler et surtout c'est aussi une bonne manière de connecter le sport et son équipe au monde extérieur et à d'autres domaines très connus du grand public et on parle de l'art. Cinéma, télé, musique, tout ce que tu veux. Bref, on se sert de la notoriété des autres pour faire gonfler la sienne et vice versa. Win-win, rien de nouveau sous le soleil, c'est top. Sauf qu'en 2004, Jaguar va non seulement reprendre cette méthode une nouvelle fois avec un film, mais va pousser le bouchon un peu plus loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Faut dire que perdu pour perdu, l'équipe est presque en vente, c'est un peu la merde. Jaguar va donc s'associer à un film pour en faire la promotion à Monaco qui tombe généralement aux alentours du festival de Cannes. Ça c'est pas nouveau. On parle donc d'Ocean's 12, deuxième opus de la saga des Oceans, l'une de mes séries de films absolument préférées, j'adore. Pour ceux qui savent pas, le film met en lumière un groupe d'amis doués pour une seule chose, les braquages. Casino, pognon, bijoux, œuvres d'art, tout ce que tu veux. Et le directeur de la communication de Jaguar, Nav Sidhu, avait toujours senti qu'il manquait un truc quand la F1 se rendait à Monaco avec les opérations promotionnelles. C'était un petit peu trop bateau, sans saveur, sans valeur ajoutée. On avait un parterre de stars, mais on n'en faisait pas grand chose à part des photos, quoi. Alors vous allez me dire, c'est pas totalement faux, regardez le Grand Prix de Miami, on a un parterre de stars assez embarrassant pour certains qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font là et de ce que c'est que la Formule 1, et quand on leur donne un rôle et une production à faire, on se retrouve avec une chanson de will.i.am aussi bonne que des faux AirPods vendus par un influenceur depuis Dubaï. Désolé, mais ouais, là... Mais pas là, non, pas là. Nav, il a une idée en tête. Il veut utiliser la somptuosité, le glamour et la richesse de Monaco qui correspond non seulement à la F1 elle-même, mais aussi à l'univers dans lequel évolue la bande d'Oceans. Pour mettre tout ça à profit de quoi? De la marque Jaguar. Et ça se matérialise comment? En incrustant un diamant de 300 000 $ sur le nez des voitures. Pas des voitures de série, des voitures de F1. Nous sommes donc à Monaco, sur le seul circuit du calendrier qui est totalement en ville, avec les rails qui entourent la piste, et on place des diamants sur la partie la plus vulnérable et la plus exposée au danger d'une Formule 1, c'est-à-dire le nez, à la vue de tous. Yeah. C'est tellement stupide que c'est du pur génie.
Le fait que justement les diamants soient en danger dès que la voiture prend la piste rend l'histoire intéressante. Tout le monde va scruter si les voitures vertes ne se sont pas mises dans le mur et si on n'a pas l'opportunité peut-être d'aller récupérer un diamant sur la piste. Alors si on avait fait pareil au Paul Ricard, absolument personne aurait prêté attention aux diamants, tout le monde s'en serait foutu quoi. Et justement c'est parce que les diamants étaient en danger dès que les voitures prenaient la piste qu'il n'y avait qu'une seule issue possible et entre guillemets souhaitable à cette histoire. Pour terminer l'arc narratif de cette OP, les diamants devaient disparaître. Comme le tour de magie et de passe-passe que les 11 d'Oceans font à Bénédicte ou à François Toulour. Cette opération promotionnelle de la part de Jaguar est tellement folle qu'on se dit qu'elle est obligatoirement scriptée. Et pourtant, et c'est aussi en ça que la vie est folle, c'est qu'elle vous donne des alignements de planètes pour que ça se passe bien et parfois mal. Et non, du coup, toutes les productions qu'on voit à l'écran ne sont pas toutes scriptées comme Drive to Survive. Et là, c'était vraiment Drive to Survive avant l'heure. Nav Sidhu prépare donc son coup, tel on prépare un braquage. Il travaille avec le diamantaire Steinmetz, il voit avec les ingénieurs de Jaguar comment on peut incruster un diamant dans le museau d'une F1, que ça ne pose pas de problème à l'aéro, que ce soit toujours validé et sûr pour la sécurité des pilotes, et en conformité finalement avec la FIA. Le diamant aura la taille d'un bouton sur le museau de la voiture, il sera incrusté et scotché par-dessus pour que l'air glisse parfaitement, que ce soit nickel. Ok Dak, let's go, Steinmetz procure 5 diamants pour faire 5 museaux pour le Grand Prix de Monaco. À la base, il voulait faire rouler les ailerons avec les diamants seulement pour la course, mais avec la règle du parc fermé, obligé de faire rouler la voiture avec les ailerons et les diamants en qualif, et puis finalement, les voitures vont rouler tout le week-end avec les diamants sur le nez. Bon alors, Nav n'a plus qu'à choper George, Brad et Matt, les stars du prochain Oceans, qui est lui en cours de production. Bingo, son pitch fonctionne auprès du studio, les 3 stars feront une apparition le samedi et le dimanche, et on fera des belles photos, tout ce qui va avec, tout se goupille magnifiquement. Vendredi, les voitures ne roulent pas puisque les séances d'essai à Monaco sont le jeudi. Nav fait une grande conférence de presse pour présenter l'opération promotionnelle. On découvre alors un aileron avant avec un énorme diamant sur le dessus, c'est évidemment pour l'effet waouh. Ce diamant est une représentation, mais les 5 ailerons avec les vrais diamants sont bien au garage. Tout se passe bien, un garde du corps surveille les ailerons dans le garage à chaque instant. Petite frayeur quand même de la part de Christian Klien qui, en essai libre, plante la voiture, mais par l'arrière, donc le diamant est toujours là, il n'y a pas de souci. Samedi, tout se passe bien, les acteurs jouent le jeu, c'est un carton d'un point de vue image, les photographes sont là, c'est tip top, on en met plein la vue, c'est génial. La qualif se passe bien, mais voilà, histoire d'accentuer un petit peu plus les risques encore, Webber et Klien se qualifient P12 et P14, soit en plein milieu, dans le paquet, où les risques d'accident sont encore plus forts. Mais c'est super! Dimanche, la tension est bien présente chez Jaguar et Nav pense même à peut-être retirer ses foutus diamants des nez, même en étant sur la grille de départ. Ils sont là et ils s'apprêtent à partir pour une course de 78 tours. Est-ce qu'on n'arrêterait pas les frais maintenant, juste au cas où quoi? Il y en a quand même pour plus d'un demi-million de dollars. Finalement, non. Les diamants sont bien sur les voitures et les feux s'éteignent pour le départ. Il aura fallu attendre 52 secondes pour que l'histoire prenne enfin le virage presque tant attendu, ou dans ce cas ne prenne pas le virage du tout du coup. Klien accroche une Jordan en arrivant au freinage de Mirabeau, perd l'aile avant qui passe sous la voiture et se plante gentiment dans le mur de pneus à l'extérieur de l'épingle du Loves puisque il peut plus tourner. Et alors là, tout le monde regarde et se pose la question suivante. Est-ce que le diamant est encore là? Les commissaires soulèvent la voiture, un photographe sur les lieux mitraille la Jaguar amochée et elle reste là pendant toute la course. Très rapidement, on se rend compte qu'il manque le bout du museau où se situait le diamant. Fin de la course, tout le monde se fiche du bonheur de Jarno Trulli et de sa victoire, le téléphone sonne dans tous les sens. Est-ce qu'on a récupéré le diamant sur la voiture de Christian Klien? Non, le diamant est manquant, il a disparu. Est-ce qu'un commissaire de piste l'a ramassé et a pu s'acheter une belle voiture avec, ou plus peut-être? Est-ce que le diamant est resté parmi les marbles jusqu'à la fin de la course et a été ramassé par une voiture en tour de décélération? Et dans ce cas, un mécano l'aurait peut-être récupéré sans rien dire dans le parc fermé? Est-ce que tout simplement, c'est pas la balayeuse qui a aspiré le diamant en passant et en le mettant à la poubelle et quelqu'un l'a récupéré au centre de, je sais pas moi, de recyclage ou ce genre de choses ou ailleurs? Ou est-il peut-être toujours dans un pot de fleurs de la principauté après avoir rebondi, à la portée de tous?
Je sais pas. Est-ce que le plus probable n'est pas que le diamant a simplement roulé vers le caniveau et tombé dans une grille d'évacuation pour se diriger vers les égouts, et peut-être que le diamant a été évacué vers la Méditerranée et gît aujourd'hui dans le sable au pied de la Côte d'Azur. Ce dernier scénario me paraît le plus probable avec celui du commissaire de piste. Le bout du museau s'est détaché de la voiture avant que la voiture arrive aux Loves, donc pendant le contact avec la Jordan, au niveau de Mirabeau. Mais c'est aussi possible que dans le contact, le diamant ne se soit pas détaché entre guillemets du nez, et on ne sait pas à quel point il était vraiment bien ancré sur le carbone de la voiture ou pas. Ce doit être un petit débris qui a été balayé par un des commissaires de piste, donc potentiellement il y a eu un petit chanceux s'il a fait attention à ce qu'il faisait, non pas aux Loves, où tout le monde regarde, mais un virage plus tôt. Mais vous savez quoi? Toute la beauté de cette histoire, c'est que personne ne sait où ce diamant se trouve aujourd'hui. Cela nous permet de fantasmer et d'écrire nous-mêmes la fin de cette histoire qui est absolument folle. Il n'y a absolument aucun intérêt à ce que l'équipe et le diamantaire aient mis de faux diamants sur les voitures. En mettant un faux, le diamantaire et l'équipe prennent le risque de passer pour des menteurs, dans le cas d'un vol, d'une perte ou que quelqu'un le récupère pour tenter de se faire du pognon dessus. Si cette personne découvre que c'est un fake, cette même personne va tout faire pour révéler la supercherie qu'a tenté Jaguar et le diamantaire. Et c'est catastrophique d'un point de vue de l'image. Ça fait tout retomber et en fait l'histoire est absolument pourrie et décevante. Et puis pareil, s'ils annoncent qu'ils mettent un faux diamant sur la voiture, toute la saveur et le risque disparaissent. C'est un faux, donc crash pas crash en fait, il n'y a plus d'enjeu, on s'en fout. On n'a plus d'intérêt à suivre ce faux diamant. Alors quand c'est un vrai, t'as envie de regarder, t'as envie de savoir. Alors est-ce que Christian Klein s'est planté volontairement pour l'histoire et faire disparaître ce diamant? Non plus, surtout quand tu joues ta carrière, c'est ton 5e Grand Prix de ta vie, parce que c'est ta première saison de F1, que c'est ton premier Grand Prix de Monaco, c'est un peu tricky. T'as pas envie de faire de bêtises. Quel serait son intérêt? Être payé? Oui, mais alors par qui? Ça deviendrait très vite complexe à gérer ce genre d'histoire et on se retrouverait facilement dans une arnaque à l'assurance. N'oubliez pas, il y en a qui ont tenté de manipuler une course et ça s'est pas bien terminé en 2008. Et en parlant d'assurance, oui, les diamants étaient bien assurés, mais ils n'avaient pas la bonne assurance. Ils n'étaient pas assurés dans le cadre d'un accident de course. C'est ballot, c'est exactement ce qui s'est passé. Oh merde! Oh, c'est con ça! Au final, c'est un peu comme assurer des supercars et des hypercars pour que des journalistes les éclatent sur un circuit en 3 virages. Vous prenez le même genre de risque avec des diamants sur une F1 à Monaco. J'aurais presque tendance à dire que parfois vous prenez moins de risques à mettre des diamants sur une F1 à Monaco avec un pilote confirmé. Mais bon, ça peut aussi se planter. Alors vous allez peut-être crier au scandale de perdre un diamant, mais ni Jaguar ni Steinmetz n'ont regretté de le perdre tellement on a parlé de cette histoire avant, pendant et après le Grand Prix de Monaco dans les médias. Et vu le temps d'antenne à l'époque, 300 000 $, c'est vraiment pas cher payé pour entendre Jaguar, Steinmetz et Ocean's 12 dans la même phrase. Et preuve en est, on en parle encore aujourd'hui, 20 ans après, tout le monde a gagné, et peut-être même un inconnu. C'est donc l'une des opérations promotionnelles les plus géniales et les plus réussies de l'histoire de la Formule 1, je dirais. Une histoire comme celle-là vaut bien plus que les diamants qui en font partie.